Allez, place à notre grand débat sur Boursorama. Et on a reconstitué un couple qu'on a beaucoup vu tourner en télévision. Ils viennent aussi maintenant sur le web. Les stars descendent de leur piédestal. Avant que je vous les présente, la question du jour, ça les fait rire et c'est plutôt sympa. Emmanuel Macron a-t-il une dent contre les fonctionnaires? C'est le thème donc de ce grand débat. Et je commence, allez, par qui? Allez, Philippe Manière. Allez. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Plaisir, président du cabinet Footprint Consultant. Toujours un plaisir de vous avoir. Et de reconstituer le duo, le binôme télévisuel et cathodique. Et aussi Eric Heyer, directeur du département des prévisions de l'OFCE. Merci d'être là tous les deux. Bon, cette pomme de discorde, il faut en parler. Elle se multiplie, les amis, entre Emmanuel Macron et les agents de la fonction publique. On a plusieurs mesures qui ont été annoncées, qui ne plaisent pas, qui ont de quoi irriter les agents publics. Preuve de leur mécontentement, on devrait le savoir dans la journée de vendredi. Donc aujourd'hui, il est question qu'il y ait une journée d'action le 10 octobre. Est-ce que les fonctionnaires sont dans le collimateur d'Emmanuel Macron? Eric Heyer, vous en pensez quoi? Oui, tout de même. Enfin, la philosophie générale de ce quinquennat, c'est de baisser les prélèvements obligatoires et de réduire les déficits. Donc, ça veut dire baisser encore plus la dépense publique. Hein. Et donc, globalement, dans la dépense publique, de toute manière, et puisqu'il a dit que 3/4 de l'effort serait porté par l'État et les collectivités locales, donc l'État, collectivités locales, ce qui fait beaucoup de la dépense publique de ces deux corps, c'est la masse salariale. Et donc, c'est bien les fonctionnaires. Les fonctionnaires au sens large, c'est-à-dire vous pouvez mettre aussi les contractuels de la fonction publique. Et donc, effectivement, ils vont en réduire, ils désirent réduire le nombre de ces fonctionnaires, sans revenir sur ce que doit faire l'État. Donc ça veut dire que les fonctionnaires vont devoir faire la même chose en étant moins nombreux et moins bien payés puisqu'on va geler leur indice. Donc effectivement, on peut considérer que l'effort qu'on va demander à la France, au sens large, c'est plutôt les fonctionnaires qui vont le faire. Et d'ailleurs, on voit quand même quelque chose d'assez symbolique, c'est le transfert cotisation CSG qui normalement est nul pour les finances publiques, hein, c'est-à-dire que vous baissez les cotisations salariales et vous augmentez la CSG, donc c'est juste une façon de refinancer le modèle social. Tout le monde y gagne, sauf deux catégories, les retraités et les fonctionnaires. Parce que, y compris les indépendants qui ne devaient pas y gagner, vont y gagner. Donc ça, c'est assez symbolique. Effectivement, on dit que les retraités vont avoir l'austérité et pas les petits avantages que Emmanuel Macron, dans sa philosophie générale... Retraités fonctionnaires. Pardon ? Vous dites retraités fonctionnaires aussi. Pardon, les fonctionnaires et les retraités. En fait, c'est ça sa philosophie, c'est de dire qu'il faut encourager ceux qui prennent des risques et ceux qui se lèvent tôt et taxer ceux qui sont dans l'inactivité, notamment les retraités, et ceux qui sont protégés, les fonctionnaires. On peut vous accorder sur le constat ? À peu près, moi je dirais des choses assez proches de ce que vient de dire Eric. Aujourd'hui, l'image de la France s'est beaucoup redressée à l'international, mais le boulot est loin d'être fait, évidemment. Hein. Il y a en gros deux très grands problèmes en France, mais qui sont considérables et qu'on ne voit pas assez, à mon avis, dans l'enthousiasme qui suit l'élection d'Emmanuel Macron. On a un peu perdu de vue le suivi attentif des chiffres. Il y a évidemment le déficit budgétaire. Là, les gens ne le voient pas, mais si on regarde les fameux 3% de Maastricht, dans quelques mois, on sera les plus mauvais élèves de l'Union européenne, ce qui est quand même ce qui donne à penser. Pendant longtemps, on avait des chiffres pas terribles, mais il y avait heureusement des cancres qui nous mettaient à l'aise. C'est terminé. On va bientôt avoir le déficit le plus bas et c'est pas bon, pas seulement pour complaire à nos amis européens, mais parce que pour nous, c'est pas bon d'accumuler de la dette. Et puis, il y a un autre problème que généralement on regarde de manière très différente et qui pourtant est très liée, qui est la dégradation très considérable de la compétitivité du pays et de ses entreprises. Pourquoi les entreprises ne sont pas compétitives? Ce qu'on voit dans le creusement abyssal du déficit extérieur, c'est en grande partie parce qu'elles payent des impôts, des taxes et des cotisations. Si vous voulez régler le problème de la compétitivité, il faut alléger les impôts, les taxes et les cotisations. Et si vous voulez faire ça, il faut naturellement alléger la dépense publique. Et comme l'a très bien dit Eric, la dépense publique, c'est principalement des fonctionnaires. Est-ce que ça veut dire qu'on va taper sur les fonctionnaires? Par rapport à ce que dit Eric, là j'ai quand même... et l'opinion du chef, pardon, l'opinion un peu du chef, là, oui. Pas totalement d'accord, Eric Heyer, là, sur ce qu'il a dit là. Non, mais disons que... Non, mais alors, on peut regarder le déficit, mais ce qui est important, c'est la dette publique. Et la dette publique, on est loin, et on sera loin d'être les plus mauvais élèves de la classe. Oui, mais si on est longtemps les plus mauvais élèves sur le déficit, on va rapidement être les mauvais élèves sur la dette. Je peux rassurer tous les auditeurs, les Espagnols, les Italiens seront toujours dans une situation pire que nous, même si on a un petit écart de déficit. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus regarder que l'indicateur qui va mal. La dette, c'est la somme des déficits. La dette, c'est pas un indicateur qui va bien, mais il va moins mal que d'autres. Je suis d'accord, mais on va très mal sur le déficit et c'est la meilleure manière d'accumuler la dette. Non, je voudrais revenir un instant sur le sort des fonctionnaires, parce qu'on est à peu près d'accord. Malgré tout, quand même, quelques petites observations. À la différence des retraités qui, eux, ils perdent
perdre en net. Normalement, les fonctionnaires ne vont pas y gagner, à la différence des salariés du privé, mais ils ne vont pas y perdre. On va se débrouiller pour compenser en leur enlevant une petite taxe, etc. Donc, ce n'est pas non plus un massacre. Et puis, deuxième chose, quand on dit on gèle le point d'indice, on va sûrement y revenir dans le détail, mais le point d'indice dans la fonction publique, ça n'est qu'un des éléments déterminant la rémunération. Et le dirty little secret, pardon pour cet anglicisme malséant, c'est que dans la fonction publique, quand on gèle le point d'indice, les salaires augmentent parce que vous avez les GVT, parce que vous avez les mesures catégorielles, parce que vous avez aussi des mesures de protection contre l'inflation. Et donc, à l'arrivée, ce point d'indice, je comprends que ce soit un cheval de bataille des syndicats. Si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Mais enfin, c'est pas parce qu'on gèle le point d'indice que les fonctionnaires perdent du pouvoir d'achat. D'ailleurs, ce que montrent les chiffres, c'est que la rémunération moyenne des personnels ou des personnes en place est en hausse dans la fonction publique, y compris dans la durée de gel du point, alors, sauf pendant une année, si ma mémoire est bonne, une année, il y a eu une toute petite dégradation pour la fonction hospitalière. Pour l'État et pour les collectivités publiques, ça a continué à monter. Pour l'hospitalier, ça a monté tout le temps, sauf pendant un an. Donc, ce que c'est pas non plus un désastre. Ce que dit Philippe, c'est que même si on a eu pendant 5 ou 6 ans le gel du point d'indice, les rémunérations continuent d'augmenter. Les fonctionnaires n'ont pas perdu de pouvoir d'achat, contrairement à ce qu'on a pu entendre. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Il est dans l'odieuse calomnie ou c'est vrai? C'est en partie juste. Il y a tout de même quelque chose qui n'est pas dit, c'est que du coup, l'entrée est plus faible. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand vous gelez la grille, ça veut dire que effectivement ceux qui sont en place peuvent progresser par d'autres mécanismes. Mais par contre, les nouveaux arrivants, eux, par contre, ils vont arriver plus bas que ceux qui étaient arrivés. Et ils vont rester. Et alors surtout, ils vont prendre du retard. Voilà. Et donc, c'est quand même une question importante. Vous voyez, on dit qu'on a une éducation qui est mauvaise, mais vous voyez qu'on a du mal à attirer des bons professeurs. Vous voyez, si vous continuez à geler cet indice, forcément, ça ne va pas devenir attractif de venir travailler dans la fonction publique. Parce que les fonctionnaires, la moitié, ce sont des enseignants. Vous voyez, mais là, vous allez dans le sens de Philippe qui prône, j'imagine, moins de fonctionnaires mieux payés. Mais disons que je suis dans sa tête, je suis dans la tête de Philippe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont perdu sont les nouveaux fonctionnaires qui arrivent. Et là, ils ont un pouvoir d'achat qui est plus faible que ceux qui les avaient précédés. Non, mais ils vous emmènent sur un terrain, Philippe, en disant que finalement, s'il y a trop d'impôts, trop de taxes sur les entreprises, il faut. J'aurais aimé pouvoir réagir là-dessus quand même en disant qu'il faut donc faire des économies sur les fonctionnaires pour le rendre de la compétitivité d'entreprise. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. Alors vous avez le chapeau là. Oui, alors pourquoi? Non, mais pourquoi je suis pas complètement d'accord? C'est-à-dire que quand vous regardez dans les autres pays et que vous regardez les salariés qui sont dans le secteur non marchand, c'est-à-dire qui rendent un service public, eh ben, on est exactement au même nombre que tout le monde. On est au niveau du Royaume-Uni et au niveau de l'Allemagne. Je crois avoir entendu un bruit. C'est juste. Non, mais alors ça, c'est les statistiques. Ça dépend comment on mesure, si on rapporte à la population, etc. Ramener à la population, bien sûr. Ramener à la population, on a le même nombre, c'est 126 pour 1000 habitants. C'est la statistique officielle. On est identique au Royaume-Uni, identique à l'Allemagne. Et vous savez quoi? Les États-Unis sont à 131. C'est qu'ils en ont plus. Quand on regarde. Il est dubitatif, l'ami Philippe Manière. Il est limite sceptique. Non, mais attendez, c'est la statistique officielle. Que ça, c'est les gens qui rendent du service public. Quand vous regardez maintenant les fonctionnaires, effectivement, on est au-dessus. Oui, mais Philippe, la dépense publique, quand vous externalisez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, dans les autres pays, ils ont externalisé un certain nombre de services publics, et donc c'est pas dans la masse salariale qu'on l'envoie, mais c'est juste dans une autre dépense publique de services. Mais on peut pas dire aujourd'hui qu'il y a trop de personnes qui sont dans le service public. En tout cas, c'est la statistique officielle. Je ne veux pas rentrer dans la statistique qui me paraît discutable, mais il me semble qu'il y a une vraie différence. On ne va pas rentrer là-dedans. En revanche, les chiffres sont les chiffres. Les chiffres sont les chiffres, mais en revanche, il y a une vraie différence. C'est-à-dire quand vous faites prester par les collectivités publiques, par des fonctionnaires, vous êtes dans un potentiel de productivité qui n'est pas tout à fait le même. Parlons par exemple du temps de travail des agents des collectivités locales. Parlons de l'absentéisme des collectivités. Un chiffre qui vient de tomber, je crois que c'est 17 jours par an. C'est, comme vous le savez, sans comparaison avec le secteur marchand. Et donc, vous avez beaucoup d'employés fonctionnaires des collectivités locales. C'est à mon avis là que ce sont les principaux gisements de productivité et, à mes yeux, quand même un peu les gisements de scandale. Vous avez quand même une très grande population qui est surprotégée avec un temps de travail très faible, des RTT, des jours de vacances, un absentéisme toléré au-delà de ce qu'on peut imaginer. On va venir au jour de carence, j'imagine, sur ce sujet. Et pardon de dire les choses, plus vous allez dans le sud de la France, plus c'est vrai. Je regardais il n'y a pas longtemps les statistiques s'agissant d'une région qui a été arrachée à notre affection parce qu'elle a fusionné avec sa voisine, mais qui est assez nettement au sud, si vous voyez ce que je veux dire. On était, je crois, à 23 jours d'absence. On n'est honnêtement pas dans la norme. Et donc, franchement, dire qu'au nom de l'égalité, au nom de l'efficacité de la dépense publique, on va essayer de faire que les gens travaillent sérieusement. Beaucoup le font, hein. Je suis prêt à admettre qu'il y a des saints laïcs en très grande quantité. Mais on ne peut pas compter sur les saints laïcs pour que quelque chose soit productif. Il faut des incitations, il faut un minimum d'exigence de la part de l'employeur. Et on ne l'a pas. Ce qui serait bien, c'est que les auditeurs sachent de qui parle Philippe. C'est-à-dire que ce sont des catégories C de la fonction publique dans les territoires. Catégorie C de la fonction publique, le salaire moyen, il est à 1 200 €. Alors, on peut considérer qu'avec 1 200 €, on est des privilégiés. J'ai pas parlé de la rémunération
rémunération, Eric, j'ai parlé du temps de travail et mais d'accord, mais vous voyez que considérer que le problème de la dépense publique et qui est vraiment des privilégiés, qu'il faut relever ces privilèges, sont des gens qui gagnent 1 200 € par mois. Moi, je pense que, vous voyez, qu'on pourrait aussi, en améliorant leur salaire, augmenter leur productivité. C'est ce qu'on appelle le salaire de la catégorie C. Quel est le poids de la catégorie C dans les territoires, c'est 75%. C'est moins vrai essentiellement ça. Alors après, dans le public, et alors après, même quand vous regardez la rémunération, en fait, entre salaire public et salaire privé, ce que nous disent les études de l'INSEE, c'est-à-dire que si vous corrigez du salaire, de la qualification, alors il y a encore des écarts. Le privé paye mieux que le public. Donc vous voyez que surtout dans les qualifications élevées. Alors, surtout dans les qualifications. Si vous parlez des qualifications, alors effectivement dans les qualifications, c'est à peu près identique. Plutôt bien les gens non qualifiés. Oui, mais ils ont passé un diplôme, ils ont passé un concours que n'ont pas passé les autres. Donc il y a quand même des nuances. Donc on peut pas considérer qu'il y a un énorme scandale de ce point de vue-là. J'ai pas parlé des rémunérations, Eric. J'ai parlé du temps de travail et de l'engagement et de l'organisation. Parce que moi je pense aussi aux individus. Je suis pas l'ennemi du genre humain. Non, et on parle pas en salaire horaire. Vous parliez pas en salaire horaire, vous parliez en salaire mensuel. Attention, si on parle en salaire horaire, c'est pas la même chose. Parce que si vous enlevez l'absentéisme, le temps de travail, vous avez des chiffres qui sont quand même un peu moins flatteurs. 1 200 € par mois. Mais dans les secteurs marchands aussi, vous avez des gens qui gagnent 1 200 €. Oui. Ils méritent votre sollicitude autant que les autres. Mais dire attention, le problème de la France, ce sont ces catégories C qui gagnent 1 200 € par mois et c'est à cause d'eux. Je ne dis pas qu'ils gagnent trop, Eric. Je dis qu'ils sont trop nombreux et en moyenne modérément efficaces. Enfin, vous voyez bien comme moi. Qu'est-ce que je suis content de vous d'avoir refait le tandem, le binôme. Honnêtement, ça nous manquait quand même. On n'a pas parlé du jour de carence. Mais on y vient tout de suite. Ah, voilà. Je note quand même qu'on n'arrive toujours pas à trancher entre ceux qui disent que finalement il y a trop de fonctionnaires en France et ceux qui disent que finalement, quand on se compare aux autres, on est dans la moyenne européenne en rapport avec la population, on n'arrive pas à trancher. Vous nous dites, ce sont les chiffres. Parce qu'Eric intègre des gens qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui prestent des choses qui, dans d'autres pays, ne sont pas dans l'État. Non, mais c'est-à-dire que il y a la statistique fonctionnaire pour 1000 habitants. C'est pour 1000 habitants qu'il faut regarder. C'est par rapport à la taille. Là, on est dans le haut, mais pas tout en haut. Il y a tous les pays nordiques qui sont même 2 fois au-dessus de nous. Nous, on est à peu près à 82 fonctionnaires pour 1000 habitants, ils sont plutôt aux alentours de 160 dans les autres pays. C'est vrai que l'Allemagne... Oui, c'est vrai. C'est la Norvège, la Suède, ils sont quand même beaucoup plus que nous. Et ils ne se portent pas plus mal et ils sont, vous voyez, on peut toujours arriver. Ce qui est important, c'est la qualité tout de même. C'est quand même la qualité du service public qui est rendue. Voilà. Et donc, regarder uniquement le côté coût et penser que c'est un coût et puis point barre, non, ils rendent des services et ces gens-là aussi. Eric, cette question, vous avez raison. Et puis il y a aussi le bonheur des salariés des fonctions publiques. Moi, j'y suis très sensible, mais précisément, je pense que le surnombre n'est pas du tout favorable à l'épanouissement des individus. Je vais vous donner juste une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y a peu de temps, j'ai discuté avec une amie qui vient de quitter le cocon douillet du job d'enfer qu'elle avait dans une collectivité locale, disons une banlieue proche de Paris. Et je lui dis, mais tu t'en vas, mais c'est absolument incroyable. Elle me dit, j'en peux plus, on est beaucoup trop nombreux, plus personne ne sait ce qu'on fait, on passe notre temps en réunion de coordination. Je ne parle pas des catégories C, là. Je parle au contraire des gens qui sont recrutés en assez grand nombre par beaucoup de collectivités depuis quelques années. Regardez les chiffres, il y a une dérive énorme qui n'est pas justifiable. Et vous avez à l'arrivée pas de bonheur au travail, vous avez à l'arrivée pas d'efficacité. Donc remettre ça à plat. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, je crois qu'il a raison, je ne suis pas d'accord avec lui surtout, Dieu sait, mais c'est l'occasion de remettre à plat les missions. Les syndicats le demandent, la CFDT y insiste, elle a raison. Donc il ne faut pas couper bêtement, mais demander aux gens d'être moins nombreux, peut-être un peu mieux payés, mais que ça coûte moins cher à l'arrivée et que l'organisation soit plus efficace parce qu'il y a moins de trucs et de bidules qui se superposent, ça me paraît ressortir au bon sens. Si ça coûte moins cher, ça ne sera pas mauvais pour tout le monde. Je serais d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a autant de problèmes dans le privé. Donc considérer que c'est que dans le public où on trouve ce sureffectif est faux. Donc, et cette mal-être. Non, mais c'est facultatif d'être actionnaire d'une entreprise privée. En revanche, c'est nous tous qui payons les fonctionnaires. Mais on comprend bien que c'est compliqué et que effectivement, là où il y a eu de la dérive, parce que sinon c'est plutôt en baisse, c'est dans les collectivités locales. Oui. Et on peut aussi penser que les maires ont des pressions pour embaucher plutôt que d'augmenter l'investissement. Exactement. Et ça fait vous le savez bien, ils investissent moins et ils recrutent bien trop. Bien sûr, mais mais vous voyez quand vous avez un taux de chômage qui est élevé, vous préférez quand même donner 1 200 € à quelqu'un qui peut sauver. Parce que attention, c'est 1 200 €. Il ne faut pas excuser ce comportement-là. Non, parce que c'est 1 200 €. C'est pas responsable. Oui, mais attendez, c'est 1 200 €. Si vous les donnez pas, ils partent
partent au chômage. Et un chômeur, ça coûte. Mais bien sûr que aussi. Aujourd'hui, je suis désolé Philippe, mais tout de même, pendant mais à ce moment-là, il faut créer les ateliers nationaux et que tout le monde soit fonctionnaire. Ça ne marche pas, comme vous savez. Non, mais bien sûr. Donc on ne peut pas dire on va considérer que ces 1 200 euros partent dans un trou et ne servent à rien. Non, ces 1 200 euros sont remis dans la consommation, permettent de faire du lien social. Oui, mais ils sont prélevés à quelqu'un qui du coup consomme moins. Oui, mais les multiplicateurs sont un peu plus élevés quand vous donnez 1 200 euros à tout de même quelqu'un qui fait vivre sa famille et qui permet de consommer. On ne peut pas considérer que ça va dans un trou. Non, ça permet. Oui, donc c'est pas complètement du gaspillage, comme on semble le dire, même s'il y a eu effectivement certaines dérives dans certains territoires. Bon, on revient à la question, on est dans le débat et dans le sujet. Est-ce qu'il a une dent ou pas, Macron, contre les fonctionnaires? On a parlé du gel du point d'indice, du fait que de la hausse de la CSG qui n'est pas compensée pour cette catégorie-là, pour les fonctionnaires. Il y a le jour de carence. Emmanuel Macron, pour le coup, va le rétablir en 2018 en enlevant un jour de salaire en cas d'arrêt maladie. On note que c'est 3 jours dans le privé, même s'il y a une prise en charge souvent dans le privé. Voilà. Il y a ce débat-là sur les arrêts courts qui avaient... pour le coup, fait chuter, c'était en 2012, au moment du gouvernement Fillon, fait chuter évidemment les arrêts courts. Le fait d'instaurer un jour de carence, ça fait réduire les arrêts courts. Ça a marché, ça a été supprimé par le gouvernement Ayrault qui trouvait ça absolument injuste et inefficace. Et c'est rétabli là. Inefficace. C'est ce qu'il disait. Oui, non, j'aurais dit la même chose à leur place, mais dire que c'est inefficace, ça n'est pas vérifié, puisque précisément quand on avait institué ce jour de carence, on a vu chuter, vous le disiez vous-même, le nombre d'arrêts courts. Donc c'est bien la preuve que l'incitation à ne pas se dispenser de venir travailler si on peut le faire, elle est très efficace. Alors après, il n'y a pas de raison de penser que c'est quelque chose qu'on doit infliger au privé et pas au public. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a le petit problème de la mutuelle. Tous les salariés du privé ne sont pas couverts par une mutuelle qui prend ça en charge. Il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté du cheval, mais il est vrai que dans le privé, ces jours-là sont souvent pris en charge par les mutuelles. Simplement, dans le privé, vous avez une espèce d'incitation générale qui fait qu'on hésite plus à se dispenser de venir si on peut ne pas y aller. Dans la fonction publique, ça n'est pas véritablement l'ambiance générale d'aller au boulot si on peut s'en dispenser. Pardon de le dire. Alors, encore une fois, je sais que je suis injuste avec des tas de gens qui sont remarquables, exemplaires et qui se défoncent. Mais enfin, la moyenne dans le secteur public, moi j'ai vu combien de fois des gens dire « Est-ce que tu as pris tes jours de maladie bébé ? Non, mais je vais les prendre samedi. Enfin, vendredi, ça me permettra de partir. » Enfin, ce sont des excès qui existent. Eric a raison de le dire, dans le privé aussi. Mais dans le public, c'est nous qui les payons. C'est différent. Dans le privé, vous avez en permanence l'actionnaire, le mandataire social qui est là, parfois avec des excès que vous dénoncez vous-même, pour essayer de corriger cette tentation des salariés. On est tous faillibles. Dans le public, il n'y a pas de force de rappel si on n'a pas ce type de dispositif. Et un jour, c'est pas non plus la mort. Et on voit quand même que ça a une efficacité. Ça, pour le coup, c'est pas vrai de dire que c'est pas efficace. Alors, c'est peut-être efficace d'un point de vue budgétaire, mais d'un point de vue de la santé, c'est quand même remis en cause. C'est-à-dire qu'il y a eu un... Enfin oui, et puis l'OCDE a ressorti son rapport hier en disant, attention, vous ne faites pas assez de prévention en France. Et là, et donc du coup, l'idée, c'est que... l'autre. Non, celle-là n'empêche pas l'autre. Si, c'est parce que ce qu'on a vu lorsque... La prévention, c'est pas de pas venir au boulot un jour. Oui, mais si un petit peu. C'est-à-dire que quand on a enlevé ce surjour de carence, effectivement, les arrêts courts ont baissé, mais les maladies longues ont augmenté. C'est-à-dire que globalement... mais le solde net était positif. Mais budgétairement, mais il n'est pas évident. Il a une logique budgétaire. Mais il n'est pas évident que pour la santé publique et donc un budget et donc sur le long terme, il n'est pas évident. Il faut faire attention. Vous voyez, ces jours de carence, des fois, il vaut mieux essayer de prévenir et ça permet de limiter les absences un peu plus longues. Et les absences longues, c'est aussi un manque de productivité. Donc attention, il faut quand même nuancer ce propos. Est-ce qu'on finit là-dessus, les amis? Est-ce que ce mécontentement chez les fonctionnaires, est-ce qu'il est légitime quand on a dit voilà, gel du point d'indice après le dégel sous Manuel Valls, jour de carence rétabli, suppression de 120 000 postes sur, on ne sait pas encore trop où, sur 5 ans, non compensation, pas de gain de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires. Est-ce qu'ils sont... Moi, je trouve le problème, peut-être une journée d'action. C'est qu'ils sont un peu stigmatisés. Enfin, alors moi, je ne suis pas fonctionnaire, donc vraiment, ils ne sont pas dans le discours public. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Il y a eu des époques où il était beaucoup plus. On nous explique aujourd'hui que le problème, c'est notre dépense publique. On est les champions du monde, et dès qu'on entend dépense publique, on entend trop de fonctionnaires. Pour la raison que vous disiez, c'est-à-dire que c'est l'essentiel de la dépense publique. D'accord. Non, parce que quand vous regardez bien c'est la statistique que je voulais vous montrer, c'est que globalement, il n'y a pas plus d'emplois dans le secteur non marchand en France qu'ailleurs pour 1000 habitants. La grosse différence, vous n'êtes pas vrai, donc je mettrai ce graphique sur Twitter et vous mettrez le vote. Mais la grosse différence, c'est le modèle social qui coûte beaucoup plus cher. Et si on revient au modèle social, mais oui, mais d'accord. Mais donc c'est là la différence. Alors que là, dans l'opinion publique, c'est les fonctionnaires qui nous coûtent cher, notamment les fonctionnaires dans les territoires. Et donc le problème, ce sont ces catégories C qui gagnent 1 200 € par mois. Je ne suis pas sûr que ce soit des privilégiés. Ils se sentent stigmatisés à raison ou pas, les fonctionnaires? Il y a 10 ans, il y avait 1 million de fonctionnaires en moins, en gros, en France. Est-ce qu'on se sentait sous-administré? Est-ce que les fonctionnaires étaient débordés? Honnêtement, on s'en serait aperçu.
inaperçu. Donc je ne dis pas qu'il faut tailler à l'âge, je ne dis pas que c'est une population qui mérite que portent sur elle tous les efforts. Évidemment, ce serait injuste. Mais enfin, s'occuper de ce sujet-là me paraît important. Là où je suis d'accord avec Éric, c'est qu'il y a également beaucoup de transferts indus, d'allocations indues. Je pense aux APL qui sont un absolu scandale. Je trouve que le gouvernement, pour le coup, a eu le courage d'affronter ce sujet. Comme on le sait, 3/4 des APL finissent dans la poche des bailleurs. Ça fait monter l'immobilier. C'est très mauvais pour les gens les plus jeunes et les plus pauvres. Donc, une politique publique très coûteuse qui n'atteint pas son objectif et qui finit par avoir un effet de redistribution à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend aux pauvres pour donner aux riches, il faut évidemment débrancher au plus vite, en prenant les précautions qui s'imposent. On sort un peu du sujet, mais sur les APL, le 75% est remis en cause dans les derniers travaux. En tout cas, c'est une très grande partie. Quand on solvabilise la demande, Eric, vous êtes économiste, quand on solvabilise la demande, ça augmente les prix. Il y a une étude qui est connue cette semaine. Il y a une étude et qui remet en cause. Alors effectivement, c'était une vieille étude qui nous disait que pour 1 euro d'APL, il y avait 75 centimes qui allaient dans C'est la le chiffre qu'a ressorti le ministre Mézard. Oui, alors même le chiffre exact, c'est 78 centimes. Mais il y avait quand même le reste qui allait dans la qualité du logement. Et ça, c'est quand même primordial qui est la qualité du logement. Là, il y a une étude récente, alors, qui n'est pas encore sortie, mais qui circule aujourd'hui en document de travail, qui remet en cause cela. Et il faut juste rappeler, les APL, 80% des APL vont quand même aux 20% les plus modestes. Heureusement. Eh ben, oui, mais d'accord. Mais donc, tout n'est pas à jeter. Donc, bon, encore une fois... On n'aura pas encore réussi à vous être totalement d'accord, mais il y aura d'autres occasions. Tous les 15 jours, on vous retrouve. Et le débat continue sur Twitter. J'attends vos graphes respectifs. Merci à tous les deux. Merci. Philippe Manière, donc président du cabinet Footprint Consultant, et Éric Heyer, directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. C'était vraiment bon à revoir en replay, bien sûr.